Black Woman Rock. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de Black Woman Rock, émission spéciale rentrée où Aïchatou et moi on vous a préparé un programme un peu particulier. En effet, durant cette émission, on va vous dévoiler qui se cache derrière l'émission Black Woman Rock. En effet, nous allons parler d'Aïchatou et moi. Aujourd'hui, on va en fait s'interviewer de façon mutuelle et donc cette séquence va s'articuler autour de la rubrique She's où vous aurez l'occasion de nous découvrir de façon très intimiste. Ensuite, nous poursuivrons avec la séquence Woman Buzz. Comme vous le savez, cette émission Black Woman Rock a pour vocation de vous parler des expériences, des parcours de femmes d'ascendance africaine qui sont inspirantes, mais aussi de constituer des rôles modèles pour la communauté des femmes afrodescendantes. Voilà, je parle d'énormément de sujets qui me tiennent à cœur parce que je trouve qu'ils sont pas assez discutés dans l'espace public, ou alors sont des sujets qui sont, on va dire, dont certaines personnes se réapproprient. Que certaines personnes se réapproprient et qui sont pas forcément les mieux placées pour en parler. Donc je me suis dit voilà, j'ai envie de parler de ces sujets, j'ai envie d'en débattre et de voir un peu ce que les autres en pensent. Donc voilà, j'ai décidé de créer cette plateforme il y a 2 ans et voilà, c'est un espace de parole pour moi, ça a libéré ma parole et je pense que pour les lectrices, en tout cas des messages que je reçois, ça leur a permis de voir qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme elles ou une personne qui peut s'exprimer en leur nom, si je peux me permettre sans vouloir être arrogante, mais de dire voilà, de pouvoir parler aussi pour celles qui n'ont pas l'occasion de pouvoir s'exprimer ou qui n'osent pas s'exprimer ou qui n'ont pas les outils pour s'exprimer. Sinon, voilà, à part mon blog Justement, pour revenir un petit peu sur ton blog, depuis que tu as commencé jusqu'à présent, est-ce que tu peux un petit peu mettre en exergue les enjeux en termes de blogosphère afroféministe? Qu'est-ce que tu peux pointer? Eh bien, ce que je peux pointer, en tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que dans la blogosphère afroféministe, on peut se rendre compte que voilà, il y avait vraiment ce besoin de libérer la parole. Il y avait vraiment cette envie, voilà, de discuter de certains sujets dont on n'avait pas l'occasion de discuter, donc qui étaient tabous, comme la misogynie noire, qui est l'oppression qui est vécue par les femmes noires parce qu'elles sont femmes et noires, de toutes les oppressions sexistes et racistes qu'on vit, des oppressions qui viennent que ce soit des occidentaux ou même des personnes de notre communauté, du colorisme. Donc il y avait vraiment ce besoin. En tout cas, moi personnellement, quand je suis arrivée dans la blogosphère afroféministe, j'ai ressenti ce sorte de soulagement en disant enfin des femmes qui me ressemblent, qui parlent de choses qui me ressemblent, qui me concernent, pardon. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un tout petit peu moins positif. C'est qu'on se rend compte que l'afroféminisme, ça suscite encore beaucoup de peur, beaucoup de réactions, beaucoup de clichés. On entend encore des gens qui disent, voilà, le féminisme, c'est pas africain, ça ne nous concerne pas, c'est un truc de blanc, les femmes noires ne doivent pas parler de féminisme, qu'elles veulent castrer les hommes noirs, ou alors qu'elles sont racistes parce que justement, elles se distinguent des féministes blanches. Donc on se rend compte que être afroféministe, c'est pas toujours facile à assumer, à porter, mais moi je dirais simplement que voilà, il faut être convaincu, il faut avoir des convictions, il faut croire en ce qu'on fait, et de toute manière on ne peut pas plaire à tout le monde, et donc je pense que s'il y a autant d'opposition et autant de gens qui sont récalcitrants, ça veut dire que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, et justement il faut le mener bien, et voilà. Justement, effectivement, c'est un combat que tu mènes avec engagement et conviction. Tu fais des collaborations pour d'autres plateformes ou magazines en ligne. Tu es aussi investi dans le collectif Afroféminisme Mwanamke, dont je fais également partie. Donc, parle-nous un peu de cet engagement, puisque effectivement, ça se limite pas exclusivement à, on va dire, à un cyberactivisme, mais tu es aussi présente sur le terrain. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, je suis coordinatrice de Mwanamke. Donc voilà, au début, voilà, j'ai commencé sur la blogosphère. C'était très intéressant. Moi, je suis passionnée d'écriture depuis mon jeune âge, donc je préférais d'abord commencer par ce biais-là. Et puis, j'ai décidé, voilà, de prolonger ça sur le terrain pour pouvoir, concrétiser les choses, parce que c'est bien d'être derrière son clavier et d'écrire ses idées, de partager ses idées, mais c'est bien de les mettre en pratique. Et puis d'expérimenter aussi ce qu'on appelle la sororité, d'être avec d'autres sœurs pour porter des messages, pour faire des événements, pour aller dans des manifestations. Et donc pour moi c'était vraiment important justement de concrétiser ça et de dire voilà, c'est pas quelque chose, c'est vrai que un blog c'est peut-être virtuel, mais c'est
c'est pas encore vraiment matériel, on va dire, et d'avoir quelque chose de vraiment concret, de dire voilà, je suis dans un collectif, je m'engage et je milite concrètement, parce que moi j'avais jamais milité avant, que ce soit dans un parti politique ou dans une organisation, donc c'est vraiment nouveau pour moi. J'avais jamais trouvé vraiment une cause qui me tenait vraiment à cœur. Je suis quelqu'un qui a des opinions politiques ou sociales, mais j'avais jamais trouvé quelque chose dans lequel je me reconnaissais, et là vraiment je me dis mais voilà, c'est ça que je devrais faire, et c'est ça qui me passionne, malgré voilà que ce soit pas toujours facile évidemment, mais voilà, il faut tenir le coup, et quand on est passionné, on fonce, voilà, c'est tout. Alors, parle-nous de ton parcours, de tes expériences professionnelles. Voilà, mes études, moi j'ai fait des études de droit et de sciences du travail, donc voilà, je me suis spécialisée dans toutes les questions relatives au droit social. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une organisation syndicale, donc dans une centrale ouvrière, dont je gérais, dont ma mission était de défendre les ouvriers qui avaient des litiges, de contrat de travail, de sécurité sociale et tout ça. Et donc c'est vrai que ça n'a peut-être rien à voir avec un peu ce que je fais, mais c'est quand même un peu lié un peu à mon engagement, parce que dans mon expérience professionnelle, j'ai pu voir vraiment que les femmes non blanches, donc ça, les femmes noires ou latino-américaines, ou même celles d'Europe de l'Est, même quand elles sont blanches, sont vraiment discriminées et occupent les places les plus inférieures sur le marché du travail. Elles sont vraiment soumises à des conditions de travail qui sont vraiment difficiles. Elles travaillent dans les secteurs dans les moins bien payés, avec des conditions de travail difficiles, que ce soit le titre-service ou le nettoyage. Et donc elles sont confrontées à beaucoup plus de paupérisation et beaucoup plus d'oppression par rapport de la part des patrons, et donc elles sont beaucoup plus vulnérables. Et donc c'est des choses que je savais déjà, parce que j'avais étudié ça dans mes études, j'ai lu des études là-dessus, je lis des articles là-dessus, mais quand on l'expérimente en vrai, vous avez une dame qui vient à votre bureau et qui vous dit voilà, j'ai été harcelée sexuellement par un client ou par mon patron, on se dit voilà, il y a un problème, une double discrimination du fait d'être femme, d'être pauvre et d'être parfois noire ou latino-américaine, etc. Donc c'est vraiment ça l'intersectionnalité, comme on dit. Et donc dans mon travail, effectivement, j'ai pu, comme je dis, observer énormément de choses qui m'aident aujourd'hui à comprendre un peu mieux comment mener la lutte et comment adresser, si je peux me dire, certaines revendications ou certaines idées. Voilà. Alors justement, tu as bien évoqué le mot patron. Je pense que c'est pas anodin. Tu fais référence probablement au phénomène du plafond de verre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'il impacte au niveau de la réalité professionnelle des femmes noires? Dans la réalité professionnelle des femmes noires, on se rend compte déjà que les femmes noires occupent déjà les postes les moins bien payés ou les moins qualifiés. Par exemple, en Belgique, vous retrouvez beaucoup de femmes dans le secteur des soins de santé, d'aide à la personne, que ce soit aide-soignante, ou alors le care, ou alors comme je dis d'aide à la personne, c'est-à-dire les titres-services. Et donc c'est des secteurs où les possibilités d'évolution elles sont vraiment moindres, et la rémunération est vraiment très très faible. Alors là, c'est une première chose. Et donc vous avez aussi des femmes noires, on peut retrouver aussi des femmes noires qui travaillent dans d'autres secteurs évidemment, soit le secteur bancaire, mais qui ont très peu de perspectives d'évolution en fonction déjà du fait qu'elles soient femmes et qu'elles soient noires. Donc c'est très très rare en Belgique de voir des femmes noires à des postes de responsabilité, parce qu'elles ont un double plafond de verre. Parce que comme il est très rare de voir des femmes à des postes de responsabilité, il est très rare de voir des hommes noirs à des postes de responsabilité. Alors quand vous conjuguez les deux, là c'est vraiment rare. En tout cas, à ma connaissance, moi je n'ai jamais vu ou vu de femmes noires qui occupent des postes de dirigeantes en Belgique. C'est très très rare. D'accord. Alors par rapport à tout ce que tu as évoqué, je pense que l'approche intersectionnelle est importante comme outil de lutte. C'est vrai que maintenant aussi avec l'émission Black Women Rock, tu deviens visible. Que peux-tu dire, parce que tu as le volet donc via la blogosphère, via le collectif qui est plus activiste, le côté médiatique maintenant. Quel est le message que tu aurais envie d'adresser aux jeunes femmes ou alors aux femmes qui ont envie d'un peu emprunter une carrière qui serait dans le même ordre que la tienne?
Moi, je leur dirais une seule chose, c'est il faut oser. Moi, pendant très longtemps, ce que je fais aujourd'hui, c'est des choses que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai jamais osé le faire. Parce que quand on est une femme noire d'origine africaine, on grandit avec l'idée qu'on doit pas se montrer, on doit être discrète, on doit pas parler de certaines choses, on doit apprendre à se taire, on doit apprendre à être, voilà, silencieuse sur certains sujets. Et donc, pendant très longtemps, j'avais envie de m'exprimer sur certaines choses, j'avais envie de faire des choses, et je me disais non, parce que mon éducation, ou les gens vont me dire, ou ma famille va penser que, et non, en fait, je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions et de se dire, voilà, je suis passionnée d'un sujet, j'ai envie de parler de ce sujet, peu de personnes en parlent ou beaucoup de personnes en parlent, eh ben, j'ai envie d'en parler aussi. Ça dérange, eh ben, c'est pas grave. Je pense que les sujets tabous sont là justement pour qu'on en parle et qu'on s'en occupe. Donc, je pense qu'il faut oser avoir le courage de ses opinions. C'est pas facile dans une société qui essaie de nous normer. C'est pas facile quand on est une femme d'origine étrangère dans un monde occidental qui vous brime ou dans une communauté où on se sent brimé parce qu'on est une femme. Mais il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut être sûre de soi et être courageuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas toujours évident, mais ça en vaut le coup. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais donner comme conseil. Aïchatou, si tu étais une devise, laquelle serais-tu? Une devise. Oh là là, c'est difficile. Je dirais, je sais pas, j'ai pas de devise comme ça vraiment à te donner. Mais si je pourrais dire quelque chose qui m'accompagne tout le temps, auquel vraiment je crois, c'est que la confiance en soi, c'est la clé de tout. Je pense qu'à partir du moment où on a confiance en soi, qu'on croit en soi, qu'on est bien dans sa peau, on est capable de déplacer des montagnes. Moi, je le crois vraiment. Et l'estime de soi, je pense, c'est la clé du succès. À partir du moment où on a cette estime de soi, toutes les portes s'ouvrent. Voilà. Et peux-tu faire référence à une personnalité, une femme noire qui t'a influencé en termes d'empowerment, d'influence? Il y en a beaucoup. Mais je dirais, moi j'aime beaucoup Chimamanda Ngozi Adichie. Je l'adore. Déjà, elle est écrivain. Moi, j'ai toujours rêvé d'être écrivain quand j'étais jeune, donc j'adore ses romans. Donc, elle m'inspire beaucoup. Et puis voilà, ses prises de position féministes vraiment m'ont énormément touchée. Je me suis vraiment reconnue dans son discours qu'elle avait fait au TEDx il y a quelques années, qui avait été repris par Beyoncé. J'aime beaucoup, donc dès que je sais qu'elle intervient, qu'elle fait une interview, je suis toujours à l'affût parce que je la trouve tellement fine d'esprit et je trouve qu'elle a le courage de ses opinions. Elle a eu le courage de parler du féminisme en Afrique en sachant très bien que c'est pas très populaire. Elle a eu le courage de faire une lettre ouverte pour dénoncer l'homophobie au Nigeria en sachant très bien que elle se prendrait des critiques. Et c'est pas facile d'avoir des positions pareilles quand on est une femme africaine. Et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle n'a pas peur d'affirmer ses positions et de dire ce qu'elle pense. Et justement, ce que je disais tout à l'heure quand je disais voilà, il faut parler, même si c'est tabou, il faut dire les choses. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai appris d'elle, si je peux dire, parce que je me souviens dans une interview, elle disait nous les écrivains, nous sommes là pour déranger, on n'est pas là pour plaire aux gens, on est là pour ouvrir justement les débats. Donc voilà. Merci beaucoup, Aïchatou. Alors, pour les curieux et curieuses qui ont envie de savoir de quelle origine es-tu? Eh bien, moi, je suis sénégalo-ivoirienne. Donc, mon papa est ivoirien, donc de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, et ma maman est sénégalaise de Dakar. Voilà. Merci beaucoup, Aïchatou, pour cette interview qui nous donne vraiment une très belle, un très bel éventail de ta personnalité, de tes combats, de ce que tu as à dire et qui nous influence. Et merci à toi. Alors maintenant, on va écouter ma sélection musicale qui est Charlotte Dipanda avec Ali Mba. Masu, ale yamba.
de commencer, mon cœur j'ai si mal. Oh mene mene ye kaponda, redouté ya olonga la sou, nasi mende bébé na wa. Oh 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 oh, aussi où les bateaux loko la soué, ale yamba, keba wana timbo, moko moi soué. Musicale, on est de retour, donc c'est à mon tour de t'interroger, Ivoire. Alors, tu es bien connue sur la scène bruxelloise culturelle, tu es journaliste sur BX1, tu es socio-anthropologue, tu es professeure de communication, tu es modératrice d'événements, animatrice d'événements. Ah bah alors parle-nous de tes différentes casquettes. Qu'est-ce qui t'a mené à suivre les études que tu as suivies et à faire aujourd'hui ce que tu fais, et qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça? Ben écoute, c'est une question un peu piège, je dirais, parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes professionnelles et je me sens très bien dans cette posture polyvalente. J'aime le changement, j'aime les défis et je travaille dans tout ce qui est médias, l'événementiel culturel, et j'y trouve une grande satisfaction. Tout d'abord, pour parler de mes études, j'ai commencé, j'ai fait les études de socio-anthropologie et donc j'ai toujours pris dans mes options, j'ai toujours été vers la communication. Donc vraiment, au niveau de mon cursus, je suis entre la sociologie et la communication. Alors, très vite, j'ai eu cet attrait pour tout ce qui concernait les questions relatives aux populations d'ascendance africaine, que ce soit dans mes travaux, dans ce que j'ai étudié, et puis ensuite, plus particulièrement, les femmes d'ascendance africaine. Donc ça, c'est un petit peu pour parler de mes études. Alors, mon sujet de mémoire portait sur les pratiques vestimentaires et capillaires des personnes d'ascendance africaine, où j'explorais un petit peu les enjeux en termes de représentation, de questions identitaires noires, mais aussi de colonisation et décolonisation du corps, de la mode. Et tout ça. Et donc, j'ai été influencée notamment pour mon sujet d'étude par le projet qui a été fondé par ma mère, qui est l'Ethnotendance Fashion Week Bruxelles, qui est une Fashion Week qui met en avant la création vestimentaire et les créateurs et créatrices de mode d'ascendance africaine, mais aussi les mannequins en priorité d'ascendance africaine ou les mannequins, on va dire, racisés. Même chose pour les créateurs. Donc ça, c'est un petit peu par rapport à mes études. Alors je dirais que comment est-ce que s'est fait la transition entre la communication et les médias? Quand j'étais au sein de l'Ethnotendance Fashion Week Brussels, on recherchait une présentatrice et là tous les membres de l'équipe ont dit Ivoire, ce sera toi. Et donc c'est comme ça qu'on va dire que ma carrière de présentatrice a commencé. C'était d'abord avec Ethnotendance Fashion Week Brussels et de là je me suis un petit peu, je dirais, de façon pas volontaire au départ, mais tournée vers les médias. C'est-à-dire que j'ai pris la casquette de chargée de relations de presse audiovisuelle. Donc c'était moi qui étais responsable de toutes les interviews, le contact avec la presse, etc. Et donc j'ai eu des retours extrêmement positifs des personnes qui travaillaient dans ce secteur, qui me disaient Ivoire, tu as une bonne voix, tu as une bonne vidéogénie, pourquoi est-ce que tu évoluerais pas dans ce secteur? Et donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé finalement. J'ai été recrutée, on m'a proposé de passer un casting à l'époque à BX1 et donc c'est là que mon expérience télévisuelle a débuté. Et puis de gauche à droite, j'ai travaillé aussi comme journaliste freelance au niveau de la presse écrite, aussi en radio. Donc voilà, c'est un peu comme ça que pour le côté, on va dire, presse et médias audiovisuels que ça s'est passé. Et pour les présentations, ça a été vraiment de fil en aiguille, de plus en plus d'événements à Bruxelles, en dehors de Bruxelles, à l'étranger. Et donc, c'est comme ça que c'est forgé de fil en aiguille ma carrière de présentatrice d'événements. Et donc, ma carrière de professeur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très challenging parce que je me retrouve avec des étudiants qui sont
En fait, j'ai les étudiants de dernière année de master en communication événementielle, et donc ils ont une connaissance déjà bien précise du terrain, ils ont déjà fait plein de stages, et donc il faut chaque fois être à jour pour pouvoir travailler avec eux, et puis ils poussent à aller plus loin, donc c'est très agréable. Et puis j'ai la casquette aussi de chargée des relations publiques au sein de l'Ethnotendance Fashion Week Brussels, que j'occupe depuis 5 ans, puisqu'on va fêter l'édition 5 ans anniversaire. Et puis il y a la question de l'activisme en tant que tel. C'est vrai que moi je suis issue quelque part d'un petit matriarcat, puisque je suis issue d'une famille monoparentale, donc j'ai été élevée par ma mère avec ma sœur. Et les femmes ont toujours eu une importance très forte. Les amies de ma mère, mes tantes, j'ai vu des femmes très inspirantes, avec beaucoup d'influence, etc. Donc quelque part, l'afroféminisme il m'a été amené de façon naturelle, en fait. Je ne me suis pas tournée vers l'afroféminisme à travers de l'activisme, mais c'est plus un afroféminisme d'expérience et de vie. Et donc, j'ai l'impression, en fait, d'avoir toujours été afroféministe. Avec l'Ethnotendance Fashion Week Brussels, on fait toute une série d'activités, d'événementiels, de conférences autour des questions qui concernent les personnes et les populations d'ascendance africaine, que ce soit sous la forme de conférences, d'ateliers beauté, de débats, de tables rondes, mais aussi à travers des after-work dédiés aux afro-créatifs. Et donc, j'ai vraiment une vision très complète de ce qui se passe au sein de la diaspora, des diasporas africaines, en termes de dynamisme culturel, en termes d'empowerment. Et je pense que c'est un secteur qui est tout à fait émergent, bouillonnant. Il y a plein de choses à faire et on a besoin de personnes qui soient actives. Tu portes un regard assez particulier sur le monde qui t'entoure. Alors moi, je voudrais savoir quel est le regard que tu portes sur l'expérience des femmes noires ici en Belgique, de ton expérience de socio-anthropologue et puis aussi de ce que tu as vécu, comme tu l'as dit, étant donné que tu fréquentes beaucoup les milieux diasporiques à Bruxelles. Alors, d'une part, si on parle du milieu afro-diasporique, dans la diaspora, ce que je ressens, je suis très présente aussi en France dans les milieux afro-diasporiques, c'est une très forte présence des femmes d'ascendance africaine. Ce sont des grandes entrepreneuses culturelles, des entrepreneuses économiques. Ce sont des femmes qui ont d'énormes ressources, qui mobilisent et qui font bouger la diaspora, que ce soit au niveau associatif, au niveau événementiel, au niveau culturel. Elles sont très entreprenantes et donc c'est important parce que on a besoin de ces femmes rôle modèles, on a besoin de personnes qui drainent des nouvelles dynamiques et qui font bouger les choses, qui mettent en place ce genre d'initiative. Ce qui est très important aussi au niveau de ces femmes-là, c'est qu'on voit qu'elles ont une force, une résilience, une résistance incroyable parce que, comme tu l'as évoqué, c'est vrai que les femmes d'ascendance africaine sont oppressées par différentes discriminations qui les concernent, qui leur sont spécifiques. Mais à côté de ça, je pense qu'elles ont une capacité, une force qui est incroyable. Et c'est cette résilience qui constitue, je pense, l'essence du devenir du combat et des nouvelles, je dirais des nouvelles ères, mais aussi des nouvelles perspectives en termes économiques, en termes sociaux, qu'elles sont en train d'apporter à la société et qu'elles continueront encore à apporter, j'en suis vraiment convaincue. Moi, je voudrais savoir, là, tu as expliqué, que la situation des femmes noires en Belgique n'est pas vraiment celle qu'elle devrait être. Toi, tu es une femme de médias, l'une des rares femmes afrodescendantes dans les médias. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as déjà vécu, des épisodes plus glorieux ou est-ce que tu as été déjà victime de discrimination ou de remarques racistes ou sexistes dans le cadre de tes fonctions à la télévision? Oui. Alors, je dirais par rapport à toutes les activités que je fais, bien sûr, j'étais confrontée au sexisme. Très fréquemment. Et donc, c'est quelque chose, et je pense que c'est un aspect sur lequel il faut continuer à travailler, à réfléchir, trouver des stratégies, des luttes aussi, apprendre à se défendre, à réagir, parce qu'il faut pas laisser passer, en fait. Parce que quand on laisse passer, quand on dit rien, ça veut dire qu'on cautionne, qu'on tolère, alors que c'est quelque chose par rapport auquel il faut lutter, qu'il faut absolument déconstruire d'un point de vue pratique, mais aussi au niveau des imaginaires et des inconscients. Donc, il y a un travail très important. J'y suis confrontée,
mes amis d'ascendance africaine, ils sont constamment confrontés, donc il y a un réel problème. La question du racisme, je pense qu'elle est omniprésente. On est dans une société quand même où on est confronté à un racisme systémique. Il y a aussi l'afrophobie. Là, on est dans un contexte carrément de négrocide aussi. Donc, bien sûr, ces questions sont omniprésentes dans le quotidien. Je dirais également qu'il y a quelque chose d'important. Parfois on me dit oui, voir, toi tu es un petit peu le prétexte de la diversité parce qu'on me voit partout, on me voit dans de nombreux événements. Je présente des événements qui sont mis en place par des institutions culturelles blanches, on dira, des projets mis en place par des personnes blanches. Et donc, c'est vrai que je travaille, je collabore avec toute une série de personnes, mais je pense que moi, je mobilise le fait que je bénéficie de ce privilège d'être visible, d'être présente, pour pouvoir défendre les intérêts de ma communauté, de la manière dont je peux, et aussi pour pouvoir être quelque part cette ambassadrice de la communauté noire. Pour moi, c'est très important. Bah alors, pour terminer, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les femmes qui t'inspirent au quotidien? Les femmes qui m'inspirent au quotidien. Je vais prendre très simple. Au niveau de ma socialisation, j'ai été très influencée par ma maman, qui est Cyrina de Rosen, par ma tante, Eliane de Rosen, et par la meilleure amie de ma mère, Marie-Daune de Zapmama. En fait, c'est des femmes qui m'ont vraiment donné cette vision, qui m'ont appris à me forger en tant que femme, mais en tant que femme noire. Et donc, jusqu'à présent, elles restent mes modèles. Après, je dirais... Je vais prendre du côté sociologique où je pense de façon directe à Juliette Smeralda, qui est sociologue, qui a travaillé également sur les mêmes questions relative au rapport au corps des personnes d'ascendance africaine, sujet que j'ai étudié. C'est une femme que j'aime beaucoup, qui m'a aussi encadrée dans le cadre de mes travaux. Il y a aussi Françoise Vergès, qui également, que je trouve une femme très talentueuse, très compétente. Donc voilà pour quelques exemples. Et puis dans le secteur des médias, je dirais la présentatrice et journaliste TV événements Hayden, qui a mis en place l'émission Planète Mode et qui a une carrière aussi dans les médias. Eh bien voilà, avec cette interview d'Ivoire qui vient de s'achever, maintenant nous allons vous laisser quelques instants avec la pause musicale. À tout à l'heure. Cause trouble. You don't like me, unfollow. You can't talk about my hustle. You make money, I make double. Turn me up, turn me louder. Louder now. From the streets to the Zanga. Zanga girl. Take a shot like a soldier. Soldier now. Buy me one, if me share it. Oh no. You cannot get me my way. I'm far away from you. Nobody got me my way. You can get it with me or not. You can spend this money with me, baby, or not. You can roll with me or not. You can get fly with me, baby, or not. Better than bad, you know. 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 Ma fille mi chérie, oh. No, no. 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 This life is all we have. So live today like it's gonna be your last, yeah. Yeah, I'm coming to cause trouble. Oh, yeah. You don't like me, unfollow. Oh, yeah. You can't talk about my hustle. No, no. You make money, I make double. Oh, yeah. Turn me up, turn me louder. Louder now. From the streets to the Zanga. Zanga girl. Take a shot like a soldier. Soldier now. Buy me one, if me share it. Oh no. You cannot get me my way. I'm far away from you. Nobody got me my way. You can get it with me or not. Oh, yeah. You can spend this money with me, baby, or not. Oh, yeah. You can roll with me or not. You can get fly with me, baby, or not. Better than bad, you know. Better than bad, you know.
En espérant que vous avez apprécié ma sélection musicale, c'était Tiwa Savage avec son nouveau hit Bad. Alors maintenant, nous allons vous parler de celles qui ont fait le buzz cette semaine. Pas une seule femme, mais plusieurs femmes. Ce sont les lycéennes d'un lycée prestigieux de Pretoria. En fait, ces jeunes femmes ont manifesté en Afrique du Sud il y a quelques semaines en raison d'un règlement d'ordre intérieur de leur lycée qui les interdisait de porter leurs cheveux au naturel. Donc évidemment, cette histoire a vraiment créé le tollé, a provoqué l'indignation même sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de mobilisation. Il y a eu même un hashtag qui avait été créé à cette occasion pour protester contre ce qui semble être un règlement d'ordre intérieur très raciste. Tout à fait. Et donc voilà, et même les autorités municipales de la ville ont dû s'en mêler, et donc forcément l'école a dû faire évidemment marche arrière et donc modifier et retirer en tout cas cette mesure du règlement d'ordre intérieur. Donc cette histoire est quand même assez cocasse, mais assez révélatrice en fait de la question du cheveu, à quel point c'est un marqueur identitaire quand même assez fort, assez significatif pour les femmes, parce que même dans un pays comme l'Afrique du Sud, même si on sait que voilà, il y a eu l'apartheid, dans un pays d'Afrique, les femmes encore doivent se battre pour porter leurs cheveux naturels. Donc voilà, c'est quand même assez révélateur de toute le questionnement autour du cheveu, parce que malgré le retour au naturel, le mouvement Napi, on se rend compte que voilà, porter le cheveu naturel, c'est quand même un acte très fort symboliquement. Et justement, c'est vrai que là, on a une séquence un peu spéciale parce que c'est pas la woman buzz, ce sont les woman buzz, mais ce sont des petites filles. Alors, que peux-tu dire de cette prise de position de ces jeunes filles et comment est-ce que l'activisme peut déjà finalement naître très tôt? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les jeunes sont de plus en plus précoces, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes filles ou de jeunes adolescents qui se mobilisent, surtout avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça devient très vite viral. Il suffit d'un hashtag et voilà, la planète entière est au courant, voilà, d'une problématique ou d'un problème. Et donc, on se rend compte, voilà, comme je l'ai dit, les jeunes femmes, les jeunes en général se mobilisent très tôt, les jeunes filles aussi. Et moi, je trouve voilà que c'est une bonne chose par rapport aux gens de ma génération, par exemple. Il y a une quinzaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, quand j'étais adolescente, voilà, on se révoltait pas vite, on prenait pas trop vite la parole. Et là, ces jeunes filles, elles ont osé quand même manifester devant leur école. Elles ont quand même osé, voilà, défier les autorités de leur école. Et elles ont eu gain de cause. Donc, forcément, ça force le respect. Merci Aïchatou pour cette séquence Woman Buzz. Alors, quant à nous, on se retrouve très prochainement. Mais avant ça, je voudrais attirer votre attention parce que notre collectif Mwanamke organise ce 2 octobre la première édition du brunch des Mwanamke, l'occasion de discuter de sujets qui nous concernent. Et pour cette fois, nous allons parler de la misogynie noire. Donc, on vous attend toutes très nombreuses. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous pour l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, événement majeur en Belgique à dimension internationale autour de la mode, de la création, le 28, 29 et 30 octobre. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas ce hashtag, c'est le vôtre, Black Woman Rock, parce que c'est vous, les femmes qui déchirent. Power.